France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. On les appelle les tueurs d'abeilles. Ils ont été interdits en 2018 notamment, puis réintroduits après une grosse catastrophe en 2020, la jaunisse de la betterave qui a mis les agriculteurs en grande difficulté. Mais cette fois c'est terminé. Désormais, il n'y aura plus de dérogation. Les néonicotinoïdes sur les semences dans les cultures de betteraves, terminé. C'est pour ça que certains agriculteurs ont manifesté hier à Paris. Vous allez tuer la filière, disent-ils. Ils disent aussi que certains pays européens ne sont pas soumis aux mêmes règles et que donc la concurrence est déloyale. Et c'est vrai. Maintenant, la dangerosité des néonicotinoïdes a été prouvée. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on a cherché une alternative? Est-ce que la filière a tenu compte de cette épée de Damoclès qui lui pendait pendant toutes ces années au-dessus de la tête? Est-ce qu'il faut repenser désormais une filière et peut-être aussi un monde agricole soumis à beaucoup de contraintes, à beaucoup de pression, y compris de notre part les consommateurs, c'est vrai, mais un monde qui est aussi prêt à bouger. Alors à quelle vitesse? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Odette, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue surtout. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Je vous appelle de Montélimar. Je suis apicultrice, mais je suis également, donc je suis très très sensible au problème de la survie des abeilles, qui est aussi notre problème à nous, puisque sans abeilles nous n'aurons plus rien à manger. Mais je suis très très sensible au chagrin et aux difficultés des agriculteurs qui manifestent à Paris en ce moment. Je me demande pourquoi on ne se pose pas la question de la quantité de sucre que l'on produit en France. Avons-nous vraiment besoin de mettre du sucre partout ? Dans les boissons, dans les aliments vendus en supermarché. J'ai écouté l'émission d'Ali Rebéi sur les dangers du sucre et j'ai compris que c'était un problème de santé publique. Alors pourquoi ne pas prendre cette approche-là? Messieurs et mesdames les agriculteurs et agricultrices, réduisons la production de betteraves, réduisons le sucre dans l'alimentation des Français. C'est un petit peu, ça demande un pas en arrière, ça demande de regarder les choses dans leur ensemble et ça ne se fera pas en un an ou deux. Mais vraiment, ça revient à ce que vous venez de dire, repenser notre alimentation et repenser notre production agricole. Il vaudrait mieux faire pousser des légumes que de faire pousser des betteraves à sucre. Qui auront besoin de vos abeilles aussi, les légumes, et qui auront donc besoin d'être en bonne santé. Odette, on vous remercie beaucoup pour cette première entrée en matière. Pour discuter ce soir ensemble jusqu'à 20h, il y a Véronique Le Floch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveuse laitière, vous êtes présidente de la coordination rurale. Il y a Nicolas Beffort qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie associé à la Neoma Business School de Reims. Vous êtes directeur de la chaire bioéconomie et développement soutenable. Et puis Célia Quiret est également avec moi. Bonsoir Célia. Bonsoir Fabien. Vous êtes journaliste au service environnement de France Inter. Je vais vous poser vraiment la question à tous les deux. Véronique Le Floch d'abord. Elle existe vraiment cette remarque d'Odette en fait qui dit alors, et moi je trouve ça formidable, elle est à la fois apicultrice mais elle comprend très bien aussi ce qui peut se passer du côté des betteraviers, mais elle dit surtout, est-ce que c'est pas l'occasion de réfléchir de toute façon à notre production de sucre et donc de betteraves? Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Alors là, on peut être d'accord sur un point par rapport à tout ce qui est industrialisation de notre alimentation. Le sucre n'est pas le plus gros problème, c'est tous les additifs et tout ce qui est tout ce qui est vraiment cancérigènes et autres. Mais le sucre est une matière première qui a déjà été réduite et je pense que c'est encore plus nocif quand on le remplace par du sucre ou une autre matière qui sera sucrante. Et parce que les gens veulent du sans sucre. Mais je pense que c'est un effort de consommation pour l'ensemble des consommateurs. Mais on peut que partager cette industrialisation de l'alimentation. Nos produits sortent de nos exploitations de façon pure et aussi aux consommateurs de réapprendre à cuisiner. Nicolas Beffort, là-dessus, moi j'ai l'impression que dans ce débat-là, les betteraviers ont deux problèmes. Effectivement, ils ont le problème pesticide et ils ont le problème sucre. Ça fait deux choses à la fois qui parlent non seulement évidemment d'agriculture, mais qui parlent aussi d'époque, qui parlent aussi de nous, les consommateurs, et ça fait beaucoup à la fois peut-être. Oui, tout à fait. Je pense que dans votre introduction, vous avez bien résumé. Enfin, je pense que là, les deux premières interventions qu'il y a eu résument bien le problème. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture fait face à trois grandes pressions. Il y a premièrement une pression pour développer les usages non alimentaires de la biomasse. Il y a une demande très forte pour avoir une alimentation plus saine. On parle aujourd'hui de plus en plus d'épidémie de diabète.
Et troisièmement, il y a aussi une demande de plus en plus forte de la société de modes de culture plus durables. Et donc je pense que vraiment dans le cas de la betterave, on voit bien que en fait, il n'y a pas uniquement une question d'industrialisation de l'alimentation, mais parce qu'on peut pas séparer la question de l'alimentation de la question des modes de production, puisqu'aujourd'hui la filière betteravière en France est une filière tournée vers l'exportation. Si on regarde par exemple les documents produits par les représentants de la filière, ce sont des éléments qui sont mis en avant, y compris pour la production de sucre, pour les boissons, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu, effectivement, face à la transition écologique. C'est vraiment une question culturelle qui est en jeu, et aussi de complètement transformer nos consommations alimentaires. Mais est-ce que en creux, Nicolas Béfort, je vous donne la parole après, Célia Quiguiret, c'est promis. Est-ce que en creux, ce que vous nous dites, c'est aussi que on commence à avoir cette réflexion quand on a non pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais le couteau dans le dos, en fait, et donc trop tard par rapport à, y compris à la filière d'ailleurs. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, puisque alors il y a plusieurs choses dans le débat public. Il y a évidemment les positions des représentants de la filière de la betterave, etc., qui sont opposés. Qui étaient opposés à ces réglementations, qui ont obtenu des dérogations. Ensuite, les travaux que je mène montrent que finalement la position est beaucoup plus compliquée, y compris quand j'interviewe des agriculteurs qui font partie de grandes coopératives betteravières, etc., qui ont conscience de ce problème et qui cherchent justement et qui s'interrogent sur le sens de leur profession. Et je pense qu'il y a une tension aussi au sein du monde agricole, et que au-delà de se définir comme des producteurs de betteraves, peut-être que les grandes coopératives betteravières ou alors les producteurs de betteraves pourraient aussi se rappeler que post-Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi à faire un certain mode d'agriculture. Et donc, en se redéfinissant avant tout comme des agriculteurs, je pense que, et pas uniquement par rapport à la matière première qui est produite aujourd'hui, je pense que l'agriculture pourrait être aussi à même de répondre aux défis d'aujourd'hui. Célia Quiguiret ? Non, mais c'était juste pour répondre à Odette aussi. C'est vrai que les betteraviers aujourd'hui, on les critique beaucoup pour l'utilisation de ces néonicotinoïdes, mais ils sont, faut pas l'oublier, sous la pression des industriels du sucre, donc Tereos, Béguincé, qui leur demandent toujours des rendements supplémentaires. Et en fait, si c'est pas la betterave à sucre, ce sera la canne. Et quand ça vient, par exemple, du Brésil, on dit c'est la déforestation. Donc c'est cette difficulté-là. Les industriels ne les accompagnent pas forcément dans une transition écologique. Est-ce que ça veut dire que ce sont les industriels, Véronique Le Floch, qui devraient notamment aider tout ce qui est en train de se faire, parce que ça existe déjà à l'INRAE, à l'ANSES, etc., mais utiliser aussi ces grands sucriers pour vous aider à trouver des alternatives? Je pense Est-ce que vous vous sentez un peu seul là-dessus? Justement, les agriculteurs se sentent seuls, mais là, du côté de la coordination rurale, on leur demande de nous fournir, avant de produire, avant d'emblaver ces terres, les prix. Parce qu'aujourd'hui, les contrats allaient sur plusieurs années et les cultures étaient mises en place et ils étaient rémunérés suivant le prix décidé par la coopérative au final. Donc aujourd'hui, si on avait les prix en avance, on mettrait ce qu'ils ont besoin et uniquement ce qu'ils ont besoin. Après, je voulais juste signaler quand même, la betterave, c'est pas seulement du sucre, il y a du bioéthanol, il y a aussi de la pulpe de betterave. Donc c'est vrai que c'est une filière, mais quand on sait qu'avec la suppression de néonicotinoïdes, on peut avoir jusqu'à 80% de baisse de résultats, et le résultat, la baisse de résultats, c'est une baisse de chiffre d'affaires, c'est pas une baisse de résultats, parce que toutes les charges ont été engagées. Donc oui, la filière doit avoir plus de visibilité, et la visibilité, elle démarre au moment où on emblave les terres avec la connaissance des prix et des moyens de production. Juste entre parenthèses, la filière va être aidée. Le ministre Marc Fesneau l'a annoncé aujourd'hui, il y aura une indemnisation pour les betteraviers. Alors la coordination rurale ne demande pas d'indemnisation, parce que si si on accepte des indemnisations, cela veut dire que on pourra, pour chaque suppression de molécules, s'attendre à avoir des indemnisations. Et l'agriculture ne pourra pas vivre sans cesse, avec chaque suppression de molécules, de nouvelles indemnisations. Mais est-ce que vous êtes sûr, j'espère pour vous que non, est-ce que vous êtes absolument certain que vous aurez un épisode de jaunisse de la betterave, dès lors qu'il y aura plus de néonicotinoïdes? Alors ça, il n'y a aucune certitude. Voilà. Et l'effet est vraiment aléatoire, ou vraiment fonction des conditions climatiques et de tellement de facteurs qu'on ne peut pas prévoir. Mais il faudra bien sûr... C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'indemnisation viendra aussi en fonction de ça. Et vous pouvez aussi, de fait, avoir une bonne saison, ça existe aussi, sans néonicotinoïdes, ou vous vous dites ça n'existe pas, ça n'est pas possible? Alors
Les producteurs bio font bien sans néonicotinoïdes, voilà. Mais il n'y a pas de réussite. Et il faut s'attendre. Les résultats, les rendements ne sont pas les mêmes. Du coup, il faut quand même un prix payé à la tonne qui soit supérieur. Donc, au lieu d'avoir 45 € de la tonne, il faudrait 100 € de la tonne. Et là, je pense que les agriculteurs seront davantage prêts à continuer à produire. Ce qui est quand même une très très grosse augmentation. Vous allez écouter Félix qui est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir. On vous écoute. Synthèse. Bonsoir à vos invités. J'ai été betteravier pendant 40 ans et le sort des betteraviers privés de néonicotinoïdes ne m'empêche pas de dormir. D'une part, je trouve ce que j'ai entendu la semaine dernière dans le journal de Bruno Duvic, je trouve qu'il y a beaucoup d'exagération. Le lobbying de la CGB, Confédération Générale des Betteraviers, est plus puissant que celui de la FNSEA. D'ailleurs, c'est la CGB qui avait, via le CEDUS, lancé il y a plusieurs décennies la semaine du goût pour faire manger du sucre aux enfants. Ça répond aux préoccupations de votre première auditrice. Donc, mais vous étiez un betteravier avec ou sans néonicotinoïdes, Félix ? À la fin, au début de ma carrière, c'était pas des néonicotinoïdes, c'était d'autres traitements qu'on mettait dans le sol à côté de la semence et non pas dans l'enrobage de la semence, mais c'était pas beaucoup mieux. C'était l'aldicarbe qui était fabriqué à Bhopal, si ça rappelle des souvenirs. Rien que ça fait peur, ouais. Oui, bon, donc voilà. Et donc derrière les betteraviers, il y a le lobbying des fabricants de pesticides. Il faut en être conscient. Félix. Et d'autre part, je trouve que les betteraviers sont un peu responsables de leur malheur. Pendant des années, ils ont fait des traitements systématiques, non seulement dans les betteraves, mais également dans leurs céréales, pour dégommer les pucerons. On traitait, même quand on ne voyait pas de pucerons, on faisait des traitements préventifs, moyennant quoi on a supprimé tous les prédateurs, et maintenant on se trouve sans coccinelle, sans cirfe, etc. Félix, je vous remercie beaucoup. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu ? Et enfin, je voulais répondre à votre question. Est-ce qu'il est possible de produire des betteraves bio ? Bien sûr, ça se fait. Il y a des sucreries qui font un peu de sucre bio, qui arrêtent leur production, qui font ça en début, en fin, parce qu'il faut séparer le bio du sucre conventionnel. Et alors moi, je trouverais scandaleux que le ministre de l'Agriculture finance une agriculture betteravière destinée à produire du sucre pour Coca-Cola, alors que actuellement il ne finance pas l'agriculture bio qui souffre beaucoup depuis l'inflation, parce que les gens n'arrivent plus à acheter du bio. Et qu'il y a effectivement dans la filière bio en ce moment une baisse. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en faire un sujet. Félix, je vous remercie. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Nicolas Béfort, d'abord, moi je voudrais savoir où on en est réellement, parce que si on fait la chronologie, si je puis dire, dans la famille des néonicotinoïdes, les interdictions, elles remontent très loin. Elles commencent en 99. Il y a eu une démonstration de la nocivité sur les abeilles. Elle date de 2003. Il y a eu une première vague de suspension à partir de 2013. Une interdiction en 2016 qui était partie pour être actée en 2018 seulement. Il y a eu l'épisode effectivement de la crise de la jaunisse en 2020. Mais c'est pas comme si on tombait de notre chaise sur la fin probable des néonicotinoïdes. Où on en est sur une éventuelle alternative? Est-ce qu'on a vraiment travaillé? Est-ce qu'on est au bord de le trouver? Est-ce qu'on l'a déjà trouvé? Où est-ce qu'on en est? Merci de votre question. Je pense que c'est vraiment le cœur du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, donc là, on est sur la question de la production betteravière. En fait, la question, c'est que on discute uniquement des néonicotinoïdes, et la question, c'est est-ce que c'est suffisant d'interdire les néonicotinoïdes pour en sortir? Visiblement, c'est pas le cas. Puisqu'en réalité, la façon dont le problème a été posé, premièrement, déjà, ça a été relativement mal fait, puisque quand vous donnez uniquement un horizon de 2 ans et qu'au bout des 2 ans, vous repoussez, etc., vous incitez pas les agriculteurs et les acteurs à transformer leurs pratiques. Ensuite, ce qui se passe, c'est que
c'est ce qui a été très bien dit par Madame Le Floch juste avant, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que les néonicotinoïdes sont un élément essentiel de l'organisation de la production de la betterave. Et la production de la betterave permet d'amener des revenus par des débouchés dans le sucre pour 25% dans l'éthanol, c'est-à-dire les carburants d'origine agricole, tous nos auditeurs les auditeurs qui roulent à l'essence ont un petit peu moins de 10% de carburant d'origine notamment betteravière dans leur voiture. Et la pulpe de betterave est destinée principalement à l'alimentation animale. Et ce qui fait qu'en réalité, on est donc sur une filière qui permet aussi la soutenabilité de l'élevage industriel. Et donc s'il s'agit vraiment de sortir de l'usage des néonicotinoïdes, il s'agit vraiment de transformer aussi les modes de consommation et d'inverser le rapport de protéines animales, protéines végétales. Et juste un petit point là-dessus. Il me semble qu'aussi il y a une façon de détourner un peu la question de l'état de la filière de la betterave en France aujourd'hui sur la question des néonicotinoïdes. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une filière qui va pas très bien. Il y a des sucreries qui ont fermé. Il y a eu notamment le cas à Cournon en Auvergne il y a maintenant quelques années. Donc on a des sucreries qui ferment. Avec une profession, en tout cas des producteurs des betteraviers qui ont défendu la fin des quotas sur la production de betteraves et la fin des prix limités. Et donc, forcément, on se retrouve avec une production des acteurs agricoles en France qui se retrouvent en concurrence sur des marchés mondiaux, sur des marchés de commodités, où ce que vous visez, c'est pas la qualité, c'est de pouvoir augmenter les rendements le plus possible pour réussir à produire le moins cher possible. Et donc évidemment que dans ces cas-là, vous n'incitez absolument pas à aller vers une diversification et vers des productions plus soutenables. Est-ce que vous avez le sentiment, Véronique Le Floch, pardon Célia, je vous ai interrompu. Non, c'était juste une précision sur les alternatives. Vous ai lancé, je vous ai coupé. Juste une précision sur les alternatives. L'État a donné 20 millions d'euros quand même pour trouver des alternatives, mais ça peut paraître pas énorme finalement pour ces recherches de l'INRAE. Et finalement, des alternatives, il y a une modification génétique possible des betteraves pour qu'elles résistent mieux, ou sinon on plante d'autres plantes qui, elles, attirent les pucerons, et ça peut fonctionner. C'est de l'agroécologie, mais les betteraviers aujourd'hui en sont pas encore complètement convaincus. Est-ce que, Véronique Le Floch, vous avez le sentiment quand même que vos camarades betteraviers se sont un peu assis sur leurs acquis, je vais le dire comme ça, en se disant de toute façon ça passera pas, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir eu de ça? Je peux pas franchement le dire, mais en tout cas, chez la plupart des agriculteurs ou chez tous nos adhérents, on sait que les pratiques agroécologiques sont déjà dans leur tête, dans leur pratique. On a chez nous tous ceux qui rentrent dans le stockage du carbone, le travail sans labour, enfin le non-labour, le semi-direct. Il y a beaucoup de pratiques qui sont déjà mises en œuvre et l'intention d'être là encore demain. Donc aujourd'hui, 20 millions d'euros justement mis sur la table pour cette recherche. Franchement, oui, c'est rien quand on regarde les milliards d'euros mis dans la recherche, même avec l'INRAE. Eux-mêmes le disent qu'on ne leur a pas mis l'orientation pour ces alternatives. Mais maintenant, votre position à vous, c'est quoi? C'est de continuer de se battre et de pousser pour pousser encore une nouvelle dérogation, mais je ne sais pas comment ce serait même possible, ou précisément de se dépêcher d'essayer de trouver une solution pour les betteraviers. Alors les betteraviers de notre côté souhaiteraient cette régulation justement pour que l'offre en France coïncide avec la demande. Ensuite, et pour ça, donc il faut une sorte de régulation. Et du coup, j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Alors, j'en profite pour plonger sur ce que nous disait Nicolas Beffort tout à l'heure et qui a raison sur les quotas. L'idée de sortir des quotas, ce sont les betteraviers qui l'ont souhaité et qui ont même poussé. C'était en 2017, en fin d'année 2017, si je ne m'abuse. Est-ce que aujourd'hui, on se dit avec le recul, précisément parce qu'il faut mieux calibrer qu'on s'est trompé sur les quotas? Justement, c'était une demande aujourd'hui. Je reviens du congrès de FGC, France Grande Culture, donc qui est notre syndicat qui défend les betteraviers et toutes les grandes cultures. Hein, et ça faisait partie de leur demande. Retour au quota, en fait, désormais, retour au quota pour un équilibre entre l'offre et la demande et certainement de meilleurs prix. Bernard est avec nous. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. Voilà, je précise avant toute chose que je suis pour l'interdiction des néonicotinoïdes, mais ma remarque elle est la suivante. Les betteraviers sont révoltés. Et pour la bonne et simple raison, c'est que avec la baisse de la production des betteraves, on va donc remplacer ça par des importations de produits qui, eux, sont traités avec les néonicotinoïdes. Ouais. Donc, il y a une concurrence déloyale. Maintenant, ma question, elle est la suivante.
on pointe le doigt surtout sur la France qui avait demandé la levée de l'interdiction. Moi, j'ai une question à poser à vos invités. Parmi les pays européens, quels sont ceux, parce qu'on parle beaucoup de la France, quels sont ceux qui continuent d'importer des produits traités avec les néonicotinoïdes? Parce que je veux dire, la décision du Parlement européen, elle est sans fondement tant que toute l'Europe, elle continue d'importer des produits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois très bien ce que vous voulez dire, Bernard, et vous avez bien raison. On continuer d'importer comme nous des produits traités. Par ailleurs, je rappelle quand même que la France, elle utilise 78 000 tonnes par an de pesticides et que l'usage des néonicotinoïdes, comme on en parle ce soir, c'est insignifiant. Je trouve pas mes mots. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, mais on a vraiment entendu ce que vous disiez, Bernard, et vous avez raison, Nicolas Béfort, là-dessus, sur la concurrence déloyale. Ça, pour le coup, c'est vrai, ça existe. Pourquoi est-ce que certains pays maintiennent encore leurs dérogations au-delà de 2023? Et quand on dit certains pays, la République tchèque, l'Espagne, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Lituanie, la Slovaquie, la Finlande aussi. Enfin, il y en a beaucoup d'autres également. Pour le coup, là, c'est une réalité. Il y a une distorsion de concurrence, non? Oui, voilà. Si on réfléchit en termes de marché industriel, sinon on pourrait très bien penser que on a justement plein de pays qui restent eux dans des stratégies de valorisation industrielle, puisqu'au-delà de la question des néonicotinoïdes, c'est aussi le mode de production qui est associé à ce type de pratique, puisqu'il y a évidemment l'érosion de la biodiversité, il y a l'érosion de la qualité des sols. Il y a ces questions-là qui se posent. Donc moi, il me semble que, en réalité, on pourrait très bien utiliser ça, à la fois pour revaloriser la betterave française, et il est évident que ça amènera à un moment une réduction de la production de betterave. Et donc, ce qui va se passer, c'est quelle va être la destination de ces productions, enfin de ces terres qui seraient de nouveau libérées. Moi, je pense que ces terres libérées pourraient servir à d'autres types de pratiques agricoles et aussi pour notamment d'autres types de valorisation non alimentaire, c'est-à-dire par exemple, on a des gros problèmes d'isolation du bâtiment, et là on pourrait très bien penser à des solutions comme le chanvre qui sont relativement sobres en production et qui permettent de répondre aussi aux impératifs écologiques et de transition. Alors il faut aussi contrebalancer ça. En fait, cette mesure d'interdire les néonicotinoïdes, elle est aussi en faveur, ça peut paraître contre-intuitif, mais elle est aussi en faveur des agriculteurs. D'abord, les gros pays qui produisent des betteraves, c'est la Belgique et l'Allemagne. La Belgique interdit les néonicotinoïdes, ils n'ont pas redemandé de dérogation, et en Allemagne, à certains endroits, ils pulvérisent des néonicotinoïdes, mais par petites quantités et de façon différente. Avec les néonicotinoïdes, il y en a beaucoup, et ceux qui sont utilisés en Allemagne sont, on peut dire, certains scientifiques disent, qu'ils sont moins dangereux que ceux qu'on utilisait nous en France. Et par ailleurs, on l'a pas assez dit, donc je le dis, les néonicotinoïdes ne sont pas seulement des tueurs d'abeilles, ils tuent les insectes. Dans certains champs, c'est 50 à 70% des insectes qui disparaissent. Et donc, ça fait des sols de mauvaise qualité qui ensuite auront du mal à se transformer. Et si les agriculteurs veulent se transformer et faire par exemple des pommes de terre, ils vont mettre du temps. Donc, à terme, il ne s'agit pas que d'une concurrence déloyale. Véronique Lefloc, ce que disait Nicolas Béfort, c'est en gros, il y a moyen de se diversifier, même si la production effectivement des betteraviers de fait va devoir baisser. Ce sont souvent des agriculteurs qui étaient très monoculture et qui ont oublié de se diversifier parce qu'effectivement, à ce moment-là, la betterave rapportait. Est-ce que c'est pas de toute façon l'occasion, parce que des transitions comme ça, il en faut, de mieux diversifier chacune de ces productions-là et d'accepter donc de baisser les rendements? Alors, je compléterai par rapport à ce qu'a dit ma collègue à côté. Les Allemands, par exemple, par contre, eux, ont 2 nicotinoïdes sur 5 encore autorisés. Et quand ils pulvérisent non pas une fois, mais jusqu'à 2, 3 fois, voire plus. Donc là aussi, ça reste un problème de concurrence. Ensuite, l'Europe a décidé d'interdire l'importation de produits de betterave ou de tout produit alimentaire, agricole, qui aura été produit avec des néonicotinoïdes. Il n'empêche qu'elle leur laisse jusqu'en 2026 pour atteindre cette conformité par rapport aux normes. Quant à la diversification, les agriculteurs y pensent tous. De toute manière, ça rentre aujourd'hui dans le cadre de la politique agricole. Ensuite, il faut quand même tenir compte de l'équipement nécessaire pour justement cette conversion et cette transition. Et là encore, même si des moyens sont mis sur la table au travers du plan de relance, à chaque fois c'est en coût de quelques millions, et de s'équiper
aller vers des changements, faire du chanvre, mais il faut aussi la filière qui puisse transformer les produits que les producteurs vont mettre dans leur champ. Mais encore une fois, Véronique Le Floch, et je repose un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure, il n'y aura pas de retour en arrière. Enfin, où est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un retour en arrière et qu'il y aura à nouveau une dérogation? Ça semble plus qu'au-delà de l'improbable. Donc, de toute façon, cette conversation-là, cette discussion-là avec les betteraviers, contraint ou forcé, pardon, mais vous serez tous obligés de l'avoir, en fait. Ben, de toute manière, les agriculteurs s'adapteront par l'arrêt de la production. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut aussi que... Donc il n'y a pas d'entre-deux en fait. C'est betterave avec néonicotinoïdes ou rien. Ben, certains savent que chez eux, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc ça sera en fonction des terres, en fonction du climat, et chacun prendra sa décision s'ils peuvent accepter le risque ou pas. Il faudra voir. Je rappelle que qui se convertit, pardon, mais non, c'est quand même une des alternatives. Ou qui se convertit au bio, je veux dire. Alors au bio, en général, en grande culture, avec le manque de débouchés aujourd'hui, c'est un peu compliqué, même si c'est la volonté du Green Deal, et ça va être très compliqué tant qu'il n'y a pas les prix pour les débouchés, quoi. Les néonicotinoïdes, c'est un peu comme un antibiotique. Est-ce qu'on imaginerait de prendre un antibiotique tout l'hiver en prévision d'une maladie? Pas forcément. Cette année, certains scientifiques disent qu'avec l'hiver qu'on a eu, il y a un espoir qu'il n'y ait pas de jaunisse, même sans néonicotinoïdes, je vais y arriver. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... Parce qu'il fait très froid en ce moment ou parce qu'il a fait très doux précédemment? Alors là, vous me posez une colle, Fabienne. Pas non plus. Attendez, alors, vous allez répondre à ce que dit Célia, mais j'ai quand même une histoire d'humidité aussi. Nicolas Béfort, il vaut mieux qu'il fasse très froid ou plutôt doux? Moi, je pense qu'il faut une température qui ne dépasse pas le la limite de réchauffement climatique définie par l'accord de Paris, c'est-à-dire plus 1,5 degré. Et il s'avère que les pratiques agricoles d'aujourd'hui y contribuent fortement. Je vais profiter d'avoir la parole juste pour un peu rebondir sur la question de l'innovation de la R&D. En réalité, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'on recherche des alternatives qui vont uniquement régler ce qui est le tout petit problème technique des néonicotinoïdes, qui est certes un gros problème, mais qui à l'échelle des systèmes alimentaires est en fait un tout petit problème? Ou alors est-ce que il faut se poser la question de l'organisation des systèmes agricoles et que effectivement la recherche doit pas porter uniquement sur le substitut d'une technique, mais sur comment est-ce qu'on peut justement accompagner les agriculteurs à la fois dans l'adoption de nouvelles pratiques et dans l'abandon de ces nouvelles pratiques. Et ce qui suppose aussi, à mon avis, le développement notamment d'écosystèmes d'innovation autour des nouvelles pratiques agricoles, notamment pour les entreprises de machinerie, etc. Par exemple, en Champagne, une région que je connais bien, pour travailler sur le cas aussi du Champagne, il vous faut maintenant à peu près au moins 1 an pour avoir les équipements dont vous avez besoin pour travailler vos sols en bio, par exemple. Jean-Marc, vous vouliez ajouter quelque chose, Véronique Le Floch? Non, parce que je vous ai vu relever la tête vers moi, mais j'ai eu peur de... Non, mais justement, ce qu'il a dit est vrai. Les agriculteurs, il leur faudra le temps d'adaptation. Ils aimeraient être accompagnés par la recherche pour justement aller plus vite. Mais là, je pense que tous les consommateurs que nous sommes tous, nous pensons que ça peut aller très vite, alors que ça prend du temps, la recherche. Jean-Marc est là. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir France Inter, bonsoir à tout le monde. Donc beaucoup de choses ont été dites et mes remarques et questions ont été incluses. Effectivement, le débat est assez symbolique d'un débat plus large, d'un choc entre deux modes de culture. On a sur la culture de la betterave une culture qui me semble très excédentaire. On dit l'argument le sucre exporte, mais c'est un faux débat puisque beaucoup du sucre est exporté. Beaucoup de 20% de betterave, se disait tout à l'heure, sert à faire du bioéthanol, du biocarburant. Et en face, dans la symbolique, on met l'apiculture, qui est une petite activité agricole d'élevage. On a d'un côté un modèle agricole qui a été poussé par l'industrie agroalimentaire, qui a étranglé et soumis les agriculteurs, traversé le plateau de Langres jusqu'à Dunkerque à l'automne, quand on voyait ces milliers d'hectares de monoculture. C'est là qu'est le problème. Donc, la personne disait qu'il faut plutôt aller vers de la polyculture et de la diversification. Et de l'autre côté, jamais on ne parle que sur le miel. Et la production de miel en français a chuté de manière dramatique. On en importe, et on importe du miel qui n'est pas du vrai miel, qui est du faux miel qui viennent des pays qui mélangent des sirops avec du miel. Et jamais on se pose la question de soutenir des filières agricoles qui sont à petite dimension, à petite échelle, des petites structures. Donc il y a le vrai problème de fond, je pense,
et le pilotage de notre agriculture moderne par une industrie agroalimentaire qui étrangle les agriculteurs. Moi, je l'ai connu dans la Drôme où j'ai connu la culture du tabac, j'ai connu des cultures qui ont disparu, mais qui ont disparu quand les industriels ont voulu le faire disparaître. Et les dérogations de 2 ans, de 3 ans, fait que derrière, notre lobbying suffira à maintenir le système et il n'y a aucun effort de l'industrie pour aider les agriculteurs à évoluer, à changer, à aller vers d'autres systèmes ou une agriculture plus diversifiée et dont la fonction de base dans l'esprit des agriculteurs, c'est assurer l'autosuffisance alimentaire en Europe, sur notre territoire. Cultiver pour exporter, une exportation qui va détruire l'agriculture du pays vers lequel ça va, c'est un scandale. Jean-Marc, merci beaucoup pour cette remarque. Nicolas Béfort sur tout ce que nous dit Jean-Marc et qui résume finalement assez bien la conversation qu'on vient d'avoir. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un excellent résumé. Oui, il me semble quand même qu'il y a aussi une question qui a commencé d'être abordée, qui est celle de la consommation. Et déjà au début de l'émission, il y a eu, on disait est-ce que c'est une question d'offre, est-ce que c'est une question de demande, ou alors c'est les politiques publiques qui n'ont pas été bien faites. De manière générale, sur ces questions de transition et a fortiori dans les enjeux agricoles, ce sera toujours une solution qui devra articuler une politique d'offre, c'est-à-dire comment est-ce que l'agriculture peut se transformer, une politique de demande, comment est-ce qu'on fait en sorte que les consommateurs puissent aussi acheter des produits bio, etc., ou plus soutenables, et des questions d'organisation de politique publique où les acteurs sauront à l'avance et pourront organiser leur transformation. Par ailleurs, sur la question de la demande, là on le voit avec l'inflation, et on l'avait déjà vu avant, il y a aussi évidemment la question des salaires qui va se poser, puisque je pense que monsieur et madame tout le monde aimeraient pouvoir s'acheter des produits produits de manière soutenable, etc. Simplement, le coût qui est le coût lié à des rendements plus faibles, etc. est ce qu'il est. Donc il y a évidemment cette question des salaires qui va aussi se poser dans la transition. Et avec une filière effectivement non pas en panne en ce moment, on parlait du bio, mais effectivement qui souffre en ce moment et depuis en gros la fin des confinements. Véronique Le Floch, sur ce que disait notre ami Jean-Marc également. Eh bien, je suis d'accord avec lui sur le point où il dit l'industrie ne soutient pas assez ses agriculteurs. Le problème ici dans la betterave, c'est quand même que l'industrie, c'est la coopération en grande partie. Donc si demain il y a une désindustrialisation de ce secteur, ce sont les agriculteurs qui vont la payer. Contrairement à d'autres secteurs où la désindustrialisation de l'agroalimentaire se traduit par une délocalisation de l'industrie. Et qui est aussi pénalisable pour l'agriculteur. Donc dans tous les cas, cette désindustrialisation, qu'elle soit payée ou pas par les agriculteurs, conduit à une désagriculturation. Et ça, il faut l'anticiper. Et justement, la coopération a dans beaucoup de cas, été menée et décidée par des agriculteurs. On a dit ici la CGB qui est très forte. C'est quand même, on va dire, le courant majoritaire de la France. Et cette volonté d'aller à l'international, d'aller à l'export, on voit aujourd'hui qu'elle a atteint ses limites. Et nous, deuxième syndicat en France, la coordination rurale, justement, on est pour une agriculture, justement, qui soit encore là demain et qui privilégie la souveraineté alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut faire en sorte que, justement, il y ait cette régulation des productions. Et au fond, on se dit parfois en vous écoutant, parce que c'est passionnant d'essayer de repenser à la fois nos modes de production et l'ensemble de notre agriculture, on se dit finalement que un coup de massue pour les betteraviers comme l'interdiction et la fin des néonicotinoïdes, ça pousse à avoir une conversation que peut-être on aurait pu avoir avant, on aurait probablement dû d'ailleurs avoir avant. Dominique est avec nous. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Allez-y Dominique. Ouais, bonjour. Je m'appelle Dominique, donc je suis maraîcher là depuis une trentaine d'années et je m'intéresse à la question de l'agriculture et entre autres de l'agriculture biologique et je pratique la lutte biologique et je fais un peu de formation. Et je suis toujours surpris d'entendre qu'il n'existe pas d'alternative. Ce qui provoque la jaunisse, c'est entre autres l'un des problèmes principaux de la betterave, c'est le puceron vert du pêcher. Puceron vert, c'est un puceron vert très généraliste et il est très très présent. Et il est aussi bien sur les betteraves que sur les légumes, que sur les arbres fruitiers. Et il se trouve qu'il est régulé par énormément ce qu'on appelle d'auxiliaires de culture. Et entre autres, des hyménoptères.
des micro-guêpes qui le parasitent. Il y en a plus d'une dizaine d'espèces qui le parasitent. Ces micro-guêpes sont des hyménoptères, elles sont elles aussi touchées par les néonicotinoïdes. Ça veut donc dire que les betteraviers sont sur une impasse. Ils utilisent des produits qui non seulement éliminent les abeilles, mais éliminent aussi les auxiliaires et ceux qui sont chargés de réguler les pucerons. Donc ils ont un problème, entre autres, c'est qu'ils veulent pas changer de modèle. Et je les comprends, hein, ils sont enfermés dans un certain cycle, mais pour bénéficier des services de régulation de la nature, il faut imaginer un espace différent. Il faut penser comme un auxiliaire, en fin de compte. Et donc, si vous faites des hectares et des hectares d'une seule culture, vous ne pouvez pas bénéficier de cette régulation. Donc, si je peux me permettre juste une dernière chose. Rapidement, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Vous avez tout un tas d'auxiliaires. Tous les ordres, presque, des auxiliaires, des oiseaux, des chrysopes, des carabes, des coccinelles, mangent le puceron. C'est le gnou de la savane, en fin de compte. Donc d'abord il est utile dans la nature, mais si on organise l'espace différemment, on peut bénéficier de leurs services. Donc dire qu'il n'existe pas d'alternative, c'est pas tout à fait vrai. Il suffit de se pencher un peu sur les travaux de l'INRA depuis 30 ans, et vous verrez que c'est pour ça qu'on arrive nous à produire des légumes en quantité et en qualité, parce qu'on ne se prive pas des services de régulation de la nature. Dominique, merci beaucoup. Je vous ai vu réagir, Véronique Le Floch, je vous en prie. Alors, je ne sais plus comment se présentent ces auxiliaires, mais il me semble avoir entendu mes collègues, il y a quelques années, me dire que sur des parcelles à grande échelle, il fallait beaucoup marcher parce qu'il faut en fait parcourir la parcelle pour y déposer des petites boîtes ici et là. Donc, quand on a 1 hectare, ça va, mais quand on en a bien plus, ça devient compliqué. Non, mais la recherche a encore du boulot. Et c'est vrai que cet auditeur nous donne des solutions. En fait, on est au cœur des solutions. C'est très bien pour conclure l'émission. C'est qu'on parle souvent des services qui sont rendus par la nature. Et c'est vrai que si on met pas des produits qui tuent des insectes, finalement, les insectes entre eux vont jouer leur rôle et vont réguler la terre. Et il faut savoir que cette molécule reste active dans les champs 2 à 30 ans en fonction du type de néonicotinoïdes. C'est pour ça. Donc finalement, si on commence à les interdire aujourd'hui, peut-être qu'on en aura des effets bénéfiques dans quelques années qui aideront en retour. Mais rester dans le sol, est-ce que ça veut dire que quand on replante derrière et autre chose, le risque c'est qu'il y ait encore ces traces de néonicotinoïdes sur ce qu'on replantera derrière et qui sera donc préjudiciable aussi pour les abeilles. Et ça part dans les rivières aussi. La dérogation, quand même, elle prévoyait que les 2 années, comme la betterave ne fleurit pas, normalement ça réduit quand même le risque de problème avec les abeilles, mais il n'empêche que ça a imposé aussi 2 années sans culture qui fleurissent poursuivre. Donc, je pense que les agriculteurs font le maximum et je pense qu'il faut leur faire confiance et ils n'attendent que les moyens. Et cette conversation, en tout cas, n'est pas finie. Je voudrais m'excuser auprès de Jérémy qui était là en ligne. On n'a pas le temps de vous prendre, mais on vous souhaite une bonne soirée. On vous embrasse. N'hésitez pas à rappeler. Merci à tous.